Bonjour à toutes et à tous. On va débuter, je propose de débuter les 19:00, il faut, favoriser, la ponctualité. Bonjour, une fois de plus à tous et à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce dernier webinaire de printemps qui est organisé par le réseau Enercop. Je vois qu'on est déjà, plus d'une trentaine de participants d'un petit peu partout en France. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Lisa Desrues, je suis salariée de la coopérative Enercop Pays de la Loire, en charge de la vie coopérative et mon rôle ce soir, ça va être simplement de faciliter ce webinaire. Pour information, ce webinaire est enregistré, sauf, problème technique majeur. On n'est jamais à l'abri, mais on ne se le souhaite pas pour ce soir. Et on s'engage à ce qu'il ne dure qu'une heure, donc à vous libérer tous à 20:00, pour le plus grand bonheur de nos estomacs. Donc, comme vous le savez sûrement, le projet d'Enercop, c'est bien sûr de fournir une électricité 100 renouvelable, mais c'est aussi et surtout de favoriser une réappropriation citoyenne des enjeux énergétiques et ça passe notamment par ce genre, de temps de formation, qu'on multiplie, par voie virtuelle, parce que, ça nous permet de faire participer un plus grand nombre de sociétaires d'un peu partout en France et puis, que ça a été bien pratique pendant cette période de confinement, donc on continue à utiliser cet outil. Donc dans le secteur de l'énergie, le nerf de la guerre, c'est en partie l'argent, ça n'a rien de très original et on a eu envie, de creuser un petit peu la question du financement des énergies fossiles, parce qu'aujourd'hui les banques françaises, elles s'affichent très clairement en faveur du climat, mais elles continuent à financer des projets qui viennent en contradiction avec cette communication. Donc on a eu envie de savoir un petit peu de quelle manière et dans quelle proportion la finance privée, soutenait le développement des énergies fossiles. On voulait aussi savoir s'il y avait des alternatives possibles et si l'État, avait, la capacité de contraindre les banques dans leurs investissements. Donc pour y voir plus clair, on a demandé à Laurette Philippot, qui est chargée de campagne finance privée pour l'association Les Amis de la Terre France, de venir en parler avec nous et elle nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Je vais donc lui laisser la parole pour une vingtaine de minutes et puis elle répondra à toutes vos questions. Je vous encourage vraiment à utiliser le module, qui s'appelle Q&A en haut de mon écran. Pour vous, ça doit être en bas ou Q et R, questions-réponses si, votre Zoom est en français. Pour poser vos questions, c'est très important, ça nous permettra de les traiter plus facilement. Il est fort probable, on est nombreux, hein, qu'on n'ait pas le temps de répondre à toutes vos questions, mais vous pourrez toujours les envoyer ensuite à votre coopérative régionale et on se chargera d'y apporter une réponse. Je vais laisser maintenant la parole à Laurette. Je te propose, Laurette, qu'on fasse comme on a dit. Tu ne partages pas ton écran, mais tu me fais, si tu veux, un petit signe de la main quand il faut que je change de diapo, si ça vous va comme ça. Je te laisse la parole, je coupe mon micro. Ouais, merci beaucoup Lisa et donc bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis en effet chargée de campagne finance privée aux Amis de la Terre, qui est une association que certains d'entre vous doivent connaître, une association écologiste qui œuvre pour la justice climatique et la justice sociale. Et en fait, nous avons 50 ans cette année et un des sujets pour lesquels on est très engagé depuis une quinzaine, vingtaine d'années, c'est la question de la finance. On identifie vraiment comme un levier clé pour justement permettre une reconfiguration de la société et le développement des soutenables, à la fois pour les hommes et les femmes et à la fois pour la planète. Et donc, je vais essayer de vous présenter aujourd'hui quelques éléments pour quelle de compréhension de l'enjeu de la finance, quelques éléments pour comprendre l'enjeu qui nous réunit ce soir. Je me suis permis de commencer par quelques éléments de contexte sur justement les enjeux climatiques et les liens avec les énergies fossiles, avant de vraiment plonger dans les enjeux de la finance. Et après, donc, pour vraiment plus creuser l'enjeu de la finance et s'intéresser au contexte qui est celui des banques françaises, et finalement pour justement euh, pouvoir échanger sur quels sont nos moyens de nous mobiliser pour réussir à justement transformer la finance. Pour revenir à quelques éléments sur l'enjeu climatique, encore une fois, c'est des éléments qui sont peut-être clairs dans la tête de beaucoup d'entre nous. Donc, on a adopté en 2015 un accord international sur le climat qui exige des États qu'ils mettent tout en œuvre pour limiter le réchauffement climatique
bien en deçà de 2 degrés et le plus proche de 1,5 degré. Donc oui, j'en étais, oui, donc en 2015, la communauté internationale a adopté un accord sur le climat qui exige des États qu'ils mettent tout en œuvre pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et ce que nous ont appris les scientifiques en 2018, c'est que justement, si rien n'est fait pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre, la hausse des températures globales atteindrait 5,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle d'ici la fin du siècle. Et une autre conclusion de ce rapport-là est justement qu'il y a une différence très importante entre les impacts d'un changement climatique de 1,5 degré et les impacts d'un changement climatique de 2 degrés. Et donc que c'est justement vers l'objectif de 1,5 degré qu'il faut tendre et non de 2 degrés si on souhaite justement éviter les drames les plus graves liés au changement climatique. Ils disent aussi que limiter le réchauffement à 1,5 est encore physiquement possible, mais nécessite des changements rapides, profonds et sans précédent dans vraiment toutes les sphères de la société. Est-ce que tu peux passer au graphique suivant? Et donc ça, c'était en 2018. Et là, en 2019, fin 2019, est sorti ce rapport-là. Donc c'est la première fois qu'est menée une évaluation pour montrer justement la différence entre ce qui devrait être fait en termes d'émissions et les projections d'émissions. Et donc, c'est un rapport qui a été porté par des scientifiques au sein des Nations Unies avec d'autres chercheurs. Et il met en évidence qu'après une décennie perdue au cours de laquelle les États ont collectivement échoué à infléchir la croissance des gaz à effet de serre, c'est avec une hausse moyenne donc, de 1,5% des émissions chaque année. Maintenant, les pays, d'ici 2030, devront réduire de 7,6% leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est également ce qui est mis en exergue par les scientifiques du GIEC, qui disent, donc du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui disent que d'ici 2030, on doit diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre. Sachant que donc aujourd'hui, on est déjà à plus 1,1 degré Celsius et que les impacts du changement climatique sont déjà tout à fait réels. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Non, avant. Encore avant? Ouais, vas-y, avant. Enfin, celle qui était. Ouais, bah, juste après, du coup. Désolée. Juste après le titre. C'est là. Ouais. Et donc, les énergies fossiles, on s'y intéresse tout particulièrement dans cet enjeu-là, parce qu'elles représentent encore aujourd'hui 80% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Ce graphique, non, celui d'avant, du coup, désolé. Ce graphique, il essaye de montrer justement qu'est-ce que signifie produire et consommer des énergies fossiles par rapport à ce qu'on peut émettre pour rester dans les limites d'un réchauffement climatique qui soit, entre guillemets, vivable. Et donc, c'est ce qu'on appelle des analyses du budget carbone. Donc, le bâton au milieu, c'est ce qu'on peut émettre dans une trajectoire 1,5. À droite, c'est ce qu'on peut émettre dans une trajectoire de 2 degrés. Et donc, ce qu'on voit très clairement, et donc à gauche, c'est ce qu'émettrait le fait d'exploiter les énergies fossiles qui sont contenues aujourd'hui dans des réserves qui sont déjà en cours d'exploitation par les industriels. Donc, ce qui n'est pas, en enlevant tout ce qui est des nouvelles réserves, on obtient déjà un schéma qui montre que si déjà on consomme l'intégralité seulement des énergies fossiles qu'on est déjà en train d'exploiter, on arrive bien au-delà de 1,5 degré et proche de 2 degrés. Donc cette analyse du budget carbone, elle montre très clairement qu'on ne peut pas aujourd'hui, on n'a pas la place en termes climatiques pour développer la moindre nouvelle réserve d'énergie fossile
ou la moindre nouvelle infrastructure d'énergie fossile qui catalyserait voilà, l'expansion des énergies fossiles, et que c'est une des plus grosses menaces. Est-ce que tu peux mettre la... Ouais. Et donc ça, c'est un graphique qui montre justement quelle est la réalité. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas développer les énergies fossiles. Par contre, donc ça, c'est une analyse également qui a été publiée par les Nations Unies à la fin de l'année 2019 et qui montre, qui évalue que les gouvernements et les industriels aujourd'hui prévoient de produire plus du double d'énergie fossile de ce qui serait compatible avec une trajectoire 1,5 degré. Et ça, d'ici 2030. Donc vraiment, à la décennie où on nous dit on doit réduire par 2 nos émissions de gaz à effet de serre, au niveau international, on prévoit de produire 2 fois plus d'énergie fossile que ce qu'on pourrait. Et donc, on est vraiment dans un moment clé où on est en face de 2 trajectoires, celle de justement engager cette réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, et pour cela, ça nécessite une mobilisation immédiate, ou celle qui est tracée par les États et par les industriels, et donc là, avec des émissions qui ne seront que croissantes à un moment qui est vraiment clé. Ce qui est intéressant aussi à pointer du doigt, c'est que même dans le secteur du charbon, donc le secteur qui est identifié depuis des années comme une des plus grosses menaces pour le climat et sur lequel à la fois les gouvernements et les acteurs financiers disent se mobiliser le plus, on est encore dans une trajectoire de croissance du secteur. Il y a une ONG qui s'appelle Urgeval, donc une ONG allemande, documente chaque année la croissance prévue de nouvelles centrales à charbon. Et donc, cette analyse qui a été publiée en septembre 2019 montre qu'il y a encore que la flotte de centrales à charbon devrait encore augmenter de 29% si justement les industriels mettent en œuvre les plans qu'ils ont prévus. Et donc là, on parle d'une nouvelle capacité charbon qui serait supérieure à 10 fois celle de la capacité charbon actuelle de l'Allemagne, qui est un des pays les plus encore aujourd'hui addicts au charbon. Donc on est vraiment dans une trajectoire de croissance très forte, encore une fois, à un moment où on doit aller vers une diminution drastique. Donc on n'est pas du tout au moment de sortir et de décroître, on en est encore vraiment à alimenter la crise. Est-ce que tu peux passer à l'autre slide? Et donc je parlais du charbon, et il y avait des éléments dans ce contexte énergétique que je souhaitais également souligner. C'est que quand on regarde la croissance du pétrole et du gaz, donc là, ce graphique, ça montre du coup la croissance de la production du pétrole et du gaz au niveau mondial prévue d'ici 2025. Et donc, on voit que dans les 5 prochaines années, les États-Unis, en termes d'expansion du secteur, représentent la vaste majorité de cette croissance-là. Ils prévoient plus de 8 fois ce que prévoit le deuxième pays, qui est le Canada, et autant que tous les autres pays au monde. Donc, cette menace de la croissance de l'énergie fossile, elle est ultra concentrée aux États-Unis, et en deuxième position, donc, au Canada. Et en fait, ce qu'il y a derrière ces bâtons et cette croissance, c'est quasi exclusivement une croissance qui repose sur une exploitation toujours plus forte des pétroles et gaz de schiste et des sables bitumineux, donc qui sont des secteurs qu'on appelle de pétrole et gaz non conventionnels, qui sont extraits avec des méthodes déjà beaucoup plus importantes en termes d'énergie, beaucoup plus importantes en termes d'impact environnementaux, en termes d'impact sanitaire et en termes d'impact climatique. Ce sont parmi les plus grosses menaces. Donc on voit que, en fait, quelque part, le sort de l'humanité réside dans ces plus grosses menaces qui sont le pétrole et le gaz non conventionnel. Et donc, en gros, ce que prévoit
développer aujourd'hui les industriels nord-américains, appuyés notamment par l'administration Trump, et les très nombreux projets de développement dans le secteur du charbon. Ouais. Est-ce que tu peux passer à la prochaine? Oui, donc là, c'était pour montrer justement, une fois qu'on arrive les États-Unis, on arrive à voir les autres pays, mais sinon, c'était vraiment pour montrer l'espèce d'énormes fossés en termes de croissance prévus d'ici 2025. Ouais, et donc là, c'est également ce que je disais. Donc, l'expansion, elle est concentrée de manière. Cette expansion de la production pétrolière et gazière, elle est extrêmement concentrée autour de ces grands bassins de pétrole et de gaz de schiste qui sont aux États-Unis, donc qui sont indiqués sur cette carte, et en fait, qui sont sur le point de relâcher dans l'atmosphère des quantités de CO2 et de méthane qui sont des nouveaux volumes, qui s'ajouteraient à déjà ce qu'on émet et ce qui est déjà complètement incompatible avec l'accord de Paris. Par exemple, pour vous donner un exemple, le bassin permien, qui est donc le plus gros, hein, qui est indiqué sur cette carte. Donc, c'est déjà aujourd'hui le plus gros bassin de pétrole et de gaz de schiste au niveau mondial. Et donc, encore une fois, une évaluation basée sur le budget carbone au niveau mondial permet de montrer que d'ici 2030, l'expansion qui est prévue dans ce seul bassin de pétrole et de gaz de schiste consommerait 10% du budget carbone mondial d'ici 2030, donc 10% de notre, entre guillemets, droit à polluer dans les 10 prochaines années. Donc c'est vraiment une menace très très importante pour le climat et pour l'environnement. Les pétroles et gaz de schiste, on les a interdits en France depuis 2011. C'est pas pour rien, c'est parce que justement ça a des conséquences environnementales, sanitaires, sociales et en termes de droits humains qui sont irréversibles. Est-ce que tu peux passer à la... Donc voilà, donc je voulais juste poser ces éléments-là parce que c'est très important de les avoir en tête quand justement après on s'intéresse à la question de la finance. Et donc pour revenir vraiment à l'enjeu du levier financier, donc là sur ce slide, on voit tout ce qu'on imagine comme qu'on identifie largement comme les principaux pollueurs, donc à la fois les grands énergéticiens, les majors pétrolières et gazières, les grandes industries automobiles, du bâtiment, du BTP, etc. Mais derrière, donc c'est l'autre slide, mais derrière ces pollueurs très identifiés, il y a tous ces acteurs-là, donc toutes ces banques, ces énormes banques internationales qui justement, par leurs décisions de financement et d'investissement, décident pour chacun et chacune d'entre nous si demain on aura un monde à 5 degrés ou à 1,5 degré, parce que par chacune de leurs décisions de financement ou d'investissement, elles décident de soutenir les projets climaticides de telle ou telle entreprise. Et donc, en cela, elles sont autant responsables que les grandes entreprises qu'on a nommées plus haut. Et c'est complètement primordial de s'attaquer à elles et de dénoncer leur activité climaticide. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est vraiment des acteurs surpuissants, comme à l'image des grandes entreprises qui sont souvent aussi hautement protégées et hautement proches de l'État et des gouvernants. Ces banques-là, qui sont du coup parmi les plus grosses au niveau international, sont des acteurs systémiques, sont des banques systémiques dont justement le modèle et les intérêts sont également très, très protégés en termes politiques et qui ont une puissance de frappe financière qui est massive. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Et donc aujourd'hui, notre capacité à réorienter les flux financiers dans un laps de temps très court, depuis les causes du problème vers les solutions, sera crucial, sera un élément déterminant
de l'issue de notre combat pour justement le développement de sociétés soutenables. Et je voulais aussi rappeler que cet objectif vraiment de réorientation des flux financiers, il est, comme l'objectif des 1,5 degrés, inscrit à l'accord de Paris. Et donc, en cela, il doit faire l'objet d'une action climatique importante. Et donc, par contre, donc ça, c'est vraiment l'impératif. Mais derrière, ce qu'on voit et ce que montre cette figure qui est extraite d'un rapport qui a été publié en mars 2020 par une coalition de plus d'une centaine d'ONG, montre, donc ça c'est un rapport qui allait mesurer les volumes de financement des 35 plus grosses banques au niveau international aux énergies fossiles entre 2016 et fin 2019, donc dans les 4 années qui ont succédé l'adoption de l'accord de Paris sur le climat. Et donc, ce qu'on voit, c'est que non seulement, encore une fois, on n'est pas on n'est pas en train sur de faire stagner, voire de faire décliner les financements, les flux de capitaux vers les énergies fossiles, mais ces flux de capitaux sont en constante augmentation. Donc, l'expansion sur lequel on met le doigt, qui est vraiment un enjeu critique en termes climatiques, il est permis par justement cette abondance de capitaux qui ne fait qu'augmenter. Et donc, encore une fois, comme le disait Lisa, on voit très bien l'espèce de fossé béant entre, d'un côté, le discours des banques et la réalité de leur activité financière, qui vont complètement à l'inverse de ce que nous impose, ce qu'exige la science climatique. Est-ce que tu peux passer à la prochaine? Tu peux remettre celle d'avant, désolé, t'es passé très vite. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment le contexte au niveau international. Donc, le total des capitaux qui ont été mobilisés par toutes ces 35 grosses banques françaises depuis 2016 représente 2700 milliards de dollars. Donc, c'est à peu près le PIB de la France. Mais là-dedans, donc, il y a les banques françaises qui sont des acteurs particulièrement intéressants, évidemment parce que c'est des acteurs qu'on a dans notre pays, mais elles s'illustrent aussi parce que c'est des acteurs systémiques très importants. Le secteur bancaire français est hautement concentré. On a en France 4 banques systémiques, donc, qui sont BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui sont donc 4 banques avec une capacité financière énorme. 2 d'entre elles figurent parmi les 10 plus grosses banques au monde, donc c'est BNP Paribas et Crédit Agricole. Toutes font partie du top 10 des plus grosses banques européennes. Donc on a un pays, la France, qui a sur son territoire des banques qui sont des acteurs majeurs, qui ont pignon sur rue, et à la fois qui, comme on va le montrer, sont complètement aussi à l'origine du problème. Si tu peux passer. Ça. Donc là, j'ai fait un petit panel de ce qu'on retrouve sur les sites des banques, donc que je suis allée chercher cet après-midi. La prise de parole de Jean-Laurent Bonnafé, donc de BNP Paribas, est particulièrement intéressante, hein, parce que justement, il dit clairement il ne faut pas seulement soutenir les solutions, mais il faut aussi justement poser un cadre et un cap très clair en termes de réduction des soutiens aux énergies fossiles. Ce qui n'est pas du tout le cap que se fixe BNP Paribas, avec justement une augmentation notamment très très forte, encore l'année dernière, de ces soutiens aux énergies fossiles. Donc il y a une intégration à la fois des discours sur le climat et à la fois des demandes des ONG et de la société civile et des scientifiques. Mais c'est vraiment à ce stade énormément de stratégies de communication. Donc derrière, on va pouvoir regarder un peu ce qu'il y a en vérité.
Donc ça, c'est un graphique qui est issu d'un rapport publié par Oxfam France en fin 2018, et donc qui allait s'intéresser au ratio entre ce que orientent les banques françaises vers les énergies fossiles, vs ce qu'elles orientent vers les énergies renouvelables. Et donc, ce rapport montre qu'entre 2016 et 2017, sur 10 euros de financement accordés par les banques françaises au secteur énergétique, 7 euros sont allés aux énergies fossiles contre 2 euros seulement aux renouvelables. Donc, en termes de ratio, clairement, les banques, elles continuent massivement à soutenir les causes du problème et pas les causes de la solution. Et pour revenir un peu à l'image qu'on avait avant entre la centrale à charbon et l'éolienne, même s'il y a beaucoup plus d'éoliennes sur les sites des banques, le ratio est complètement inverse. Et donc voilà, et encore une fois, donc j'ai montré la figure sur ce qui est des banques au niveau international, mais quand on regarde, c'est issu de ce même rapport où on voyait la Tour Eiffel et la flèche qui augmente. Quand on regarde vraiment sur le cas des 4 grosses banques systémiques françaises, entre 2016, donc au lendemain de l'adoption de l'accord de Paris sur le climat, et 2019, ces 4 banques, donc de manière Alors moi, je ne t'entends plus, Laurette. Je ne sais pas si c'est juste de mon côté ou pas. Je vais me permettre. Ah non. Je ne sais pas si toi tu nous entends, Laurette, nous on ne t'entend plus. Ah là Allô? là. Oui, ça y est, on t'entend de nouveau, c'est bon. Ah, désolée, en fait, j'ai eu un appel sur mon téléphone. Et Pas de souci, il faut que tu te rapproches un tout petit peu du téléphone, on t'entend moins bien que tout à l'heure, mais Ah, ok. Là, ça va? c'est comme si tu étais en haut-parleur. Est-ce que c'est le cas? Ah, mince. Euh, je sais pas. Bon, on t'entend, ça va aller. On va mettre tous le son un petit peu plus fort. Je Approche-toi suis quand tu peux. désolée. C'est pas de souci, on te laisse reprendre le fil. Euh, je sais pas trop du coup où est-ce que ça a coupé. Mais, donc, ce que je disais, c'est que quand on regarde le profil au niveau des banques françaises, donc issu de la même étude qui a été publiée en mars 2020, donc les 4 grosses banques systémiques françaises ont augmenté de 43% leur financement aux énergies fossiles dans les 4 années qui ont succédé l'accord de Paris. Donc, encore une fois, on est dans le... enfin, quelque part, il faut vraiment aller vers un recul des énergies fossiles. Et là, il y a vraiment un soutien, donc des volumes de capitaux croissants qui vont vers une industrie fossile qui elle-même croît et donc ouvre de nouvelles réserves d'énergie fossile et donc construit de nouveaux oléoducs, gazoducs pour permettre justement une consommation toujours plus élevée et une dépendance toujours plus forte aux énergies fossiles. Donc sur la question du charbon, je voulais par exemple aussi poser quelques cas un peu concrets. Donc c'est sur le secteur du charbon, c'est un secteur sur lequel les banques françaises se sont attelées en premier. Donc à partir de 2013, certaines d'entre elles ont commencé justement à prendre de premières mesures non, même 2011, de recul pour encadrer leur soutien au secteur du charbon. Donc ça fait presque une décennie qu'elles périodiquement font des nouvelles annonces sur le secteur du charbon, ce qui sont des annonces réelles où ils disent bon bah ce type d'entreprise on va arrêter de les financer, ce type de projet, etc., etc. Mais après 10 ans d'engagement, il n'y a toujours pas une réelle sortie de l'ensemble des acteurs financiers français du secteur du charbon. Et notamment, le cas de BNP Paribas et Société Générale est particulièrement intéressant parce qu'il se place parmi les plus gros financeurs des entreprises qui mettent tout en œuvre pour bloquer la sortie du charbon en Europe. Donc la science
la science appelle à ce que l'Europe ait fermé l'intégralité de ses infrastructures charbon d'ici 2030, donc au cours de la décennie à venir, BNP Paribas et Société Générale continuent à financer les entreprises qui œuvrent contre cela. Pour donner quelques exemples, en Allemagne, il y a l'entreprise RWE, donc l'entreprise RWE qui est le gros énergéticien allemand, qui est le premier pollueur au niveau européen, qui a des énormes centrales à charbon et des énormes mines de charbon, et dont aujourd'hui le PDG dit mollement qu'il sortira du charbon en 2038, donc bien après la date qui est posée par la science. Et ben, BNP Paribas et Société Générale, malgré tous ces engagements, continuent à financer massivement cette entreprise et ne font encore pas signe d'y renoncer. Un autre exemple qui est frappant, c'est celui de l'entreprise finlandaise Fortum, donc qui est aussi un gros énergéticien, et qui a, il y a 2 semaines, donc il y a 2 week-ends, non même pas une semaine, donc on est mardi, ouvert une nouvelle centrale à charbon flambant neuve en Allemagne. Donc en 2020, une entreprise ouvre une nouvelle centrale à charbon en plein cœur de l'Europe. Et cette entreprise-là, malgré ce comportement complètement anticlimatique, continue à être financée par BNP Paribas et Société Générale. Un autre exemple qui est assez intéressant aussi et qui montre justement à quel point les banques, et notamment ces deux-là, n'ont pas intégré, n'ont pas pris des politiques à la hauteur de l'enjeu, c'est l'exemple de EPH, qui est une entreprise tchèque qui s'est spécialisée récemment dans l'achat de centrales à charbon, notamment en fin de vie. Donc, on est à un moment où, en effet, certaines entreprises décident de se séparer de leur centrale à charbon parce qu'ils voient bien que ça va plus être rentable au bout d'un moment. Et ben, EPH achète ces centrales-là, investit dedans et donc met tout en œuvre pour que pendant encore quelques années et un maximum de temps, elles puissent continuer à tourner. Et ce qui est également très inquiétant dans les agissements de cette entreprise, c'est que bien sûr, le jour où elle ferme ses centrales, elle abandonne complètement et les travailleurs et l'environnement autour de ses actifs à eux-mêmes. Et donc, ça pose des questions, des enjeux sociaux et environnementaux au-delà des enjeux climatiques. Et donc, cette entreprise vraiment pourrie, quoi, Société Générale en est un des bailleurs, des plus importants bailleurs, et continue à soutenir du coup cette stratégie complètement dramatique pour le climat, pour les travailleurs, pour les populations qui vivent près de ces centrales en Europe. Et donc, ça c'est. Je voulais aussi revenir. Donc, on a parlé du charbon et comme je disais plus tôt, l'autre très grosse menace en termes d'expansion, c'est notamment le secteur du pétrole et du gaz de schiste, qui représente plus de la majorité de la croissance pétrolière et gazière prévue dans la prochaine décennie. Et donc, ça, c'est une étude qu'on a menée avec une association affiliée aux Amilateurs qui s'appelle Reclaim Finance et qu'on a publiée le 13 mai 2020, donc il y a vraiment quelques semaines. Et donc, on est allé regarder de quelle manière les acteurs financiers français étaient exposés au secteur des pétroles et du gaz de schiste. Et donc, ces chiffres, là, c'est entre 2016 et 2019. Donc, encore une fois, dans les 4 années qui ont suivi l'adoption de l'accord de Paris sur le climat. Et donc, il a révélé que les banques, ces 4 grosses banques françaises ont financé le secteur à hauteur de plus de 22 milliards de dollars, avec en tête la Banque Société Générale, qui est extrêmement active, notamment dans le soutien et la construction de nouvelles infrastructures gazières liées du coup au développement du gaz de schiste aux États-Unis, et donc la construction de pipelines immenses et de terminaux d'exportation gaziers qui ont vocation et qui d'ailleurs dès aujourd'hui exportent le gaz de schiste américain vers la France. Et donc en France, notamment grâce au soutien de banques comme ça,
on consomme un gaz de schiste qu'on a pourtant interdit d'exploiter sur notre territoire il y a bientôt une décennie. Pour donner une petite anecdote, un petit calcul, dans ces 4 années, Société Générale a financé en termes de kilomètres de gazoduc autant que la distance entre Paris et Istanbul. Donc c'est vraiment, enfin voilà, c'est un sacré réseau quoi. Donc c'est vraiment des banques qui sont extrêmement actives et elle est d'ailleurs plus active que beaucoup de ses concurrentes, même nord-américaines, sous ce secteur qui est un fléau. Et donc ces soutiens massifs aux énergies fossiles, ils ont un impact climatique direct. Et donc ça c'est une étude qu'on a menée avec Oxfam il y a quelques mois pour justement, au-delà de parler de volume de financement, de renchérir sur les milliers de milliards de dollars à chaque fois qu'on sort une étude, on s'est posé la question, mais donc en termes climatiques, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce que ça veut dire? Et on est allé regarder quel était l'impact climatique des financements des 4 grosses banques françaises aux énergies fossiles en 2018. Et donc, on voit que les 4 plus grosses banques françaises émettent plus de gaz à effet de serre, 4,5 fois plus de gaz à effet de serre que ce qu'émet le territoire français chaque année. Et que donc les 3 plus grosses banques elles-mêmes, de manière isolée, émettent plus de gaz à effet de serre chaque année que la France. Et donc, ça nous a permis, encore une fois, de légitimer le fait de dire qu'aucune action en termes de climat n'aura de la valeur si on ne s'attaque pas à la question de la finance, parce que ces gros acteurs financiers français, ils mettent en œuvre une stratégie de chaos climatique pour la planète entière, quoi. Donc ça, c'était rapidement, c'est issu de la même étude et on a rapporté ces émissions de gaz à effet de serre à la taille des banques. Et donc on voit que Société Générale, qui est la 3e banque française, donc après BNP et Crédit Agricole, quand on rapporte donc à la taille de ses actifs, elle est la plus grosse banque polluante par euro, entre guillemets. Voilà. Et donc la dernière partie, c'est après qu'on ait fait ce constat assez dramatique, comment on se mobilise contre la finance. Et donc là, je vais essayer de parler de 3 leviers. Donc le premier, non, désolé, est-ce que tu peux, ouais, voilà, enfin celui d'après. Ouais, parfait. Donc le premier levier, c'est résister contre les banques fossiles. Donc notamment, c'est un levier sur lequel on est mobilisé depuis très longtemps aux Amis de la Terre, c'est justement de mener ces études pour identifier les flux financiers, d'identifier sur quels projets climaticides sont des banques françaises, notamment souvent de manière très étroitement liée avec des populations impactées. Très très régulièrement, il y a des gens au Chili, aux États-Unis, au Mozambique qui nous envoient des mails en disant il y a ce projet dégueulasse et on soupçonne qu'il y a des banques françaises, aidez-nous quoi. Et donc c'est en résistant, en dénonçant ces activités, en les documentant et en se mobilisant dans la rue, notamment en ayant recours à des stratégies vraiment de ce qu'on appelle name and shame. Donc on identifie les responsables et on va leur faire honte quoi. On a pu ainsi gagner des victoires, notamment sur certains projets et sur certains secteurs où on a poussé de manière active le retrait des banques françaises de certains projets, certains secteurs. Ça a été le cas en 2013 sur un méga projet minier de mine de charbon en Australie, qui s'appelle le projet Alpha Coal. Et donc, ça a été récemment le cas aussi sur des gros projets de pétrole et de gaz de schiste aux États-Unis sur lesquels on a obtenu le retrait de BNP Paribas.
Donc, c'est une stratégie qu'on emploie et qui a des impacts. Par contre, et donc là, tu peux passer à la slide suivante. Ce qu'on voit, c'est que malgré ces mobilisations et malgré ces petits pas pris par les banques, en fait, ils continuent à financer de manière croissante les énergies fossiles. Donc clairement, pousser les banques à prendre des engagements volontaires est une stratégie qui, malgré des impacts positifs, sera dans tous les cas perdante face au péril climatique. Et donc, ça impose la nécessité que l'État prenne ses responsabilités de régulation et impose une régulation climat des acteurs financiers, c'est-à-dire un alignement des banques avec l'accord de Paris, à commencer par l'exclusion de tout soutien direct ou indirect au secteur du charbon, au secteur des pétroles et des gaz de schiste, et de manière globale à toute expansion des énergies fossiles, sans quoi ce sera impossible de rester dans les limites de 1,5 degré. Et donc face à cette, donc c'est aussi une campagne qu'on mène et sur lesquelles on interpelle le gouvernement. Face à cela, le gouvernement français, pour l'instant, reste dans une stratégie d'incitation, c'est-à-dire on va laisser aux pyromanes la responsabilité d'éteindre le feu, donc on va faire confiance aux banques pour s'autoréguler, mais bien sûr qui est une stratégie qui est insuffisante et donc qui nécessite également de la pression citoyenne pour faire bouger les acteurs politiques. Et le troisième levier, et le dernier sur lequel on pourra discuter s'il y a des questions plus précises là-dessus, c'est bien sûr de développer les alternatives et donc de développer les banques éthiques et permettre justement de créer des réseaux où les épargnants puissent reprendre le pouvoir sur leur argent et mettre leur argent au service de projets locaux de transformation durable avec une transparence sur les flux financiers et où soit complètement impossible toute spéculation qui a des conséquences sociales et environnementales très, très graves. Et donc là, pour citer des alternatives, j'imagine que si vous êtes à ENERCOP, vous savez assez bien de quoi je parle. Mais donc notamment, il y a la NEF, qui est vraiment la banque éthique par excellence au niveau français. Il y a aussi des crédits coopératifs, etc. Mais on pourra échanger plus là-dessus si ça vous intéresse pendant le temps qui reste. Est-ce que tu penses qu'on peut passer aux questions, Laurette? Il nous reste une dizaine de Oui, minutes. je suis désolée, j'étais longue et en plus avec les problèmes techniques. Non, mais t'inquiète pas, il y a pas de souci. Tu as répondu déjà à une partie d'entre elles. Donc c'est bon de ton côté? Je te pose les questions si ça te va. Oui, Alors, il y a une première question qui a été posée et j'avoue que je me la posais moi aussi à plusieurs reprises. Tu as parlé de banque systémique. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est une banque systémique? oui, c'est vrai, c'est un peu les banques qu'on identifie comme too big to fail, c'est-à-dire c'est des acteurs qui sont tellement gros et qui revêtent une importance tellement importante pour l'économie des pays entiers, pour des tonnes d'industries, d'entreprises et pour l'épargne des citoyens, que justement, elles sont des piliers d'un système tellement important que notamment leur intérêt est mis toujours en priorité, notamment dans les crises financières qui ont pu arriver. L'importance qu'elle revêt pour justement permettre une stabilité financière est tellement forte qu'on va les sauver. Donc c'est vraiment des banques dont la stabilité financière individuelle dépend la stabilité financière globale, disons. Je ne sais pas si je suis très claire, mais... Si, je pense que tu as bien répondu à la question. Il y a un certain nombre de questions qu'on va pouvoir rassembler. On te demande quelle banque conseille les Amis de la Terre, quels critères vous avez utilisés pour classer les banques, est-ce qu'il vaut mieux investir à la Nef, à Énergie Partagée, à Enercop, à Terre de Liens. Toutes ces questions, je pense que tu peux y répondre en partie en expliquant ce qu'est le guide Choisis ta banque. Et peut-être en nous disant 2 mots sur la méthodologie que vous avez utilisée pour le constituer. Ouais, donc ce guide, il a vraiment vocation à
à donner des clés aux citoyens pour notamment orienter leur épargne. Les critères qu'on a utilisés, ben, on a notamment regardé justement, donc c'est assez basé sur, sur des critères énergie fossile, hein, donc ça ne prend pas en compte tout ce qui est services, etc., etc. Mais vraiment plus les activités des banques elles-mêmes, notamment dans le secteur des énergies fossiles, et donc des résultats qui sortent de nos rapports et qui montrent justement de quelle manière les banques utilisent leurs capitaux dans ce secteur-là. Après, donc, on s'est intéressé aux banques éthiques, et donc clairement, nous, ce qu'on recommande pour ce qui est de l'épargne, en tout cas, c'est la NEF, parce que justement, elle permet un lien direct entre des projets positifs en termes culturels, en termes environnementaux, en termes sociaux, et également parce qu'elle est totalement transparente sur ses activités. Et c'est parmi les banques qui proposent ce type de service, c'est en fait la seule. Après, bon, comme vous le savez, sans doute, la NEF ne permet pas d'ouvrir des comptes courants, et donc c'est aussi pour ça nous, on met comme alternative intéressante le crédit coopératif, qui est voilà, la banque un peu historique de l'économie sociale et solidaire. Et ensuite, de manière générale, s'applique à ce classement également la logique que plus une banque est grosse, plus elle a des activités, notamment sales au niveau international, enfin, plus c'est une multinationale, plus en fait elle est exposée aux énergies fossiles. Et donc, typiquement, bah, des banques qui sont plus petites, plus implantées en France qu'à l'international, comme la Banque Postale notamment, le Crédit Mutuel dans une moindre mesure, permettent, en fait, sont moins sales que les gros acteurs internationaux. Et ça va aussi avec la logique voilà, comme on veut une relocalisation de, de, de l'énergie, de l'alimentation, bah, c'est aussi la relocalisation de la finance. Et donc, c'est vraiment un paramètre important pris dans cette évaluation. Et après, en effet, on met aussi de l'avant d'autres solutions d'investissement ou d'épargne ou de prise de part sociale. Et donc, ça, c'est en effet dans l'énergie partagée, dans Terminal, etc. Et donc, qui sont des solutions aussi qui sont très bien pour pouvoir permettre d'avoir une visibilité très directe sur l'impact, et notamment l'impact positif qu'a son argent. Après, c'est une initiative, elle se multiplie beaucoup. Donc, on voit émerger beaucoup d'acteurs dont, en effet, il faut regarder de près si elles sont totalement éthiques. Et je pense que je vais aussi saisir l'opportunité de cette question pour dire que là, on s'intéresse particulièrement aux banques, mais en fait, il y a aussi notamment les assureurs, etc. Enfin, en fait, énormément d'autres acteurs financiers qui également jouent un rôle très, très fort sur les enjeux climatiques et d'énergie fossile. Et donc, c'est aussi intéressant de réfléchir à l'impact de son choix aussi quand il s'agit de son assurance, etc. Oui, donc si j'essaye de résumer un peu ce que tu viens de nous dire, ce guide, il s'intéresse très spécifiquement aux banques, mais il faut voir les choses un petit peu plus largement et prendre en compte aussi les assurances, les mutuelles, etc. Et essayer de s'intéresser un petit peu à leurs investissements. Et dans les solutions qui sont proposées pour agir à l'échelle individuelle, c'est de bien choisir la banque dans laquelle on place son épargne, et puis aussi dans laquelle on a son compte courant, et puis aussi de réfléchir à d'autres modalités d'investissement dans des fonds d'investissement que tu as pu citer, comme énergie partagée, que vous connaissez bien si vous êtes sociétaire Enercop, Terre de Liens dans le domaine de l'agriculture. On peut aussi décider, quand on est sociétaire, de reprendre des parts dans sa coopérative Enercop pour financer des projets de production. Donc des solutions, il en existe plein, et ce guide, il a vocation à vous aider sur la partie bancaire. Je complète cette question avec une question plus précise de Xavier, qui nous dit que le site épargneclimat.com serait peut-être hors ligne depuis quelques mois. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur le sujet? Est-ce que tu sais s'il est prévu de travailler à une nouvelle version, ou est-ce que tu n'as pas été impliqué spécifiquement sur cet outil? N'hésite pas à nous dire si ça relève pas de toi de
de ton champ de compétences. Si, tout à fait. Donc oui, on l'a suspendu parce que c'est un site qui, qui était avant alimenté et mis à jour de manière constante. Mais en fait, il est vraiment très obsolète. Donc on l'a suspendu pour l'instant parce que, enfin, du coup, en termes de capacité, on a pas vraiment les capacités d'animer un outil comme ça. Par contre, bon, ouais, il y a encore cet outil-là et en effet, on réfléchit à la possibilité de pouvoir mettre sur pied une autre interface qui résume, en tout cas, même si c'est pas aussi exhaustive, beaucoup des questionnements qu'on reçoit régulièrement et potentiellement également pouvoir proposer des outils de mobilisation, etc. Au niveau individuel. Mais donc c'est une réflexion en cours, mais pour l'instant il n'y a rien de prévu très clair. C'est beaucoup des questions de capacité. Voilà. OK. De capacité humaine, pour mettre les choses à jour, j'imagine. Je me permets de préciser, enfin d'apporter une précision que nous donne Xavier, qui nous dit que The Shift Project travaille, spécifiquement sur l'impact des assurances vie, qui est, visiblement le placement préféré, des Français, sur leur impact en matière de climat. Donc, ça peut être une lecture intéressante pour compléter, ta présentation. Plusieurs, sociétaires, nous rappellent que le groupe coopératif appartient, au groupe BPCE. Je propose qu'on ne rentre pas dans le détail de ces questions-là, c'est abordé, dans le guide et puis on pourra, reprendre par écrit toutes ces questions et vous proposer des réponses. Je pense qu'on va avoir le temps de prendre une dernière question, ou 2 peut-être dernières questions avant de clôturer à l'heure à 20 h. Je vais me permettre de répondre à celle-là. Une personne nous demande si le marché actuel des énergies renouvelables, a la possibilité d'aborder plus de financement ou s'il est déjà financé au maximum de ce qu'il peut absorber à ce stade. Pour le coup, il y a encore, une belle marge de progression sur le financement des énergies renouvelables et le développement des énergies renouvelables a encore un énorme potentiel qui va avoir besoin d'être financé. C'est pour ça que des outils tels qu'Énergie partagée, tels que les coopératives Enercop existent et lèvent des fonds de manière régulière. C'est parce qu'en fait, on est sollicité en permanence sur des opportunités de développement de nouveaux projets de production et que pour ça, il faut disposer de fonds, voilà, ça demande, de l'argent donc clairement, le secteur des énergies renouvelables peut absorber plus de financement, pas de crainte à avoir à ce niveau-là. Je me permets de remonter un petit peu dans les questions. Donc on a plusieurs questions qui sont relatives à la capacité de l'État, à mettre un terme à tout ça et à forcer les banques, à investir. Tu nous as dit que c'était pour l'instant pas une une orientation qui était prise par nos gouvernements. Il semble visiblement que toutefois que la convention citoyenne, avait relevé, l'importance du financement des énergies renouvelables. Est-ce que, tu sais si, il est question de forcer les banques ou les établissements financiers à orienter des financements vers le renouvelable, à moyen ou à long terme? Ou si aujourd'hui, à ce niveau-là, rien ne bouge vraiment? Est-ce que tu as une tendance, est-ce que tu pourrais nous faire part de la tendance que tu sens, quoi? La tendance que je sens, c'est notamment sur la question des énergies fossiles. Donc en effet, déjà, il y a beaucoup de capitaux qui ne vont pas aux renouvelables et je voulais juste faire un petit point sur ta réponse, Lisa, parce que je pense que c'est aussi une question de ces banques-là qui ont un modèle euh, qui, euh, qui les, qui les oriente naturellement à financer des énormes infrastructures, des projets massifs à l'international, etc. Et donc qui en fait sont même structurellement très peu capables de justement développer localement les projets les projets dont on a besoin, et parce qu'en fait, elles font moins d'argent là-dessus. Et donc, par ailleurs, moi, la tendance que je sens vraiment, c'est que pour ce qui est de justement encadrer les soutiens financiers négatifs, on en est encore très loin. Le gouvernement, en gros, il y a 2 ans, en réaction à un des rapports que je vous ai présenté aujourd'hui, donc Monsieur Bruno Le Maire a pris la parole dans un sommet international pour dire qu'il allait contraindre les banques françaises à sortir des énergies fossiles si elles ne le faisaient pas d'elles-mêmes.
C'était il y a 1 an et demi. Pour l'instant, on a eu des prises de parole incitatives, mais aujourd'hui, aucun encadrement et on nous oppose même, le fait que ce soit, anticonstitutionnel, illégal et cetera. Donc on est encore, très loin du compte, sur ces aspects-là. Hem, Donc tu nous dis que pour toi, on est encore très loin du compte, pour ce qui est d'interdire, en tout cas de forcer les banques à limiter leurs investissements en faveur des énergies fossiles et pour ce qui est de les obliger à investir, en faveur du renouvelable aussi ou, du coup, c'est un sujet que je connais, un peu tu moins, connais moins? mais pour l'instant, il y a pas enfin, vraiment, il y a pas d'obligation, quoi. Mmh. Les contraintes sur les banques, c'est non, Elles sont enfin, je veux très dire, le légères. fait, peut-être que le maire, il se dira, «Oui, c'est bien, financer ça», mais c'est la contrainte, est encore, assez maigre. Très bien. Je te pose une dernière question, et puis on s'arrêtera là pour essayer de tenir le timing. Est-ce que tu connais une banque, qui s'affiche comme une néobanque verte qui s'appelle Greengot et si oui, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur, sur ces investissements ou est-ce que c'est peut-être trop nouveau, pour que vous ayez eu le temps, de l'analyser? Désolée, non, je peux pas répondre à cette question, mais je pourrais regarder. Pas de souci. Eh ben, écoute, merci encore, de t'être rendue disponible, Laurette, pour nous apporter ton éclairage sur cette question. Je suis désolée, on n'a pas été en mesure de prendre, toutes les questions qui étaient nombreuses mais j'en garde trace et on tentera de vous faire une restitution écrite. Excusez-nous encore une fois pour les problèmes techniques qu'on a rencontrés. Ils sont indépendants de nos volontés de notre volonté et les tests qu'on a menés au préalable, étaient plutôt concluants, donc on pouvait pas s'y attendre. Vous serez, en tant que sociétaire, vous aurez bien sûr accès à l'enregistrement de ce webinaire. Je vous invite, à aller, regarder, sur le site des Amis de la Terre le guide «Choisis ta banque» et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci encore Laurette. Bonne soirée Merci, à tous. bonne soirée.